Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. 12h30 sur Alger Chaîne 3, bonjour à tous. Les travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement se déroulent à Séville, en Espagne. Le Premier ministre présente le chef de l'État, Majid Tebboune. Aux travaux de cette conférence, Nadel Arbaoui a été reçu par le roi Felipe VI d'Espagne et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'APN organise ce matin une journée parlementaire sur l'intelligence artificielle et le crime électronique en présence d'experts et de spécialistes. Le président de l'APN a mis l'accent sur le renforcement de l'arsenal juridique. Alger et Nouakchott renforcent leur coopération dans le domaine des hydrocarbures. Le PDG de Sonatrach et les responsables de la société mauritanienne des hydrocarbures ont convenu de créer une société commune pour l'exploitation gazière et la distribution de produits pétroliers. Temhin.dz, une nouvelle plateforme lancée ce matin par le ministère de la Formation professionnelle, et elle vise à rapprocher les stagiaires des entreprises. À Raza, 48 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin et plus de 50 blessés dans des bombardements sur plusieurs régions de l'enclave palestinienne. En sport, l'Algérie termine à la 3e place du championnat d'Afrique d'escrime au Nigeria avec 8 médailles. Bonjour à tous. 70 pays dans l'Algérie participent à Séville à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Le Premier ministre Nadel Arbaoui représente le chef de l'État, Majid Tebboune. L'Arbaoui a été reçu par le roi Felipe VI d'Espagne qui a transmis ses salutations au président de la République. Le Premier ministre a été reçu également par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les discussions ont porté sur les conflits dans le monde et la nécessité de respecter le droit international. Les travaux de cette conférence se déroulent également en présence de 4000 représentants de la société civile dans le monde. L'objectif de cette conférence est de trouver des solutions pour les pays du Sud confrontés, selon les Nations Unies, à un déficit de financement estimé à 4000 milliards de dollars par an pour tenir leurs objectifs de développement durable. Des ONG pointent du doigt les coupes budgétaires des pays riches destinées à l'aide au développement, et des coupes jamais enregistré depuis 1960. Et face aux mutations technologiques et aux menaces numériques croissantes, l'Algérie affirme sa volonté de bâtir une souveraineté numérique forte, alliant sécurité, innovation et formation. Et c'est dans cette dynamique que la PN a organisé ce matin une journée parlementaire en présence d'experts et de spécialistes. Ibtihaladou. La cybersécurité occupe une place centrale. Face à la multiplication des menaces numériques et la sophistication des attaques, l'Algérie fait de la sécurité de ses infrastructures numériques une priorité stratégique. Cela passe par un encadrement juridique adapté, mais aussi par l'investissement dans la formation de haut niveau. La création d'une école supérieure spécialisée en intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité en est l'un des exemples concrets. Il s'agit de doter le pays de compétences nationales capables de répondre aux nouveaux défis avec une vision à long terme fondée sur la souveraineté technologique. Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale. L'Algérie, sous la conduite du président de la République, avance de manière cohérente vers la construction d'un État moderne doté d'une souveraineté numérique. Elle croit fermement en l'importance des technologies comme levier de développement et accorde une priorité absolue à la cybersécurité, considérée comme l'un des piliers de la souveraineté nationale. D'où la nécessité de redoubler d'efforts pour adapter le cadre juridique en vigueur à la réalité du terrain, tout en s'appuyant sur des approches scientifiques, notamment à travers la création d'une école supérieure dédiée à l'intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité. Entre volonté politique affirmée, réforme juridique et investissement dans le capital humain, l'Algérie pose les jalons d'une souveraineté numérique durable à la hauteur des exigences de son temps. La coopération algéro-suisse, le ministre de l'Intérieur, Brahim Alad, a reçu ce matin son homologue suisse. Une convention sur l'échange des expériences et la formation a été signée entre les deux polices. Le ministre suisse qui a été reçu également par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a reçu quant à lui ce matin son homologue italien. Une rencontre qui intervient dans le cadre des consultations politiques entre les deux pays. La coopération dans
le domaine énergétique, Alger et Nouakchott, qui renforcent leur coopération en visite dans la capitale mauritanienne. Le PDG de Sonatrach a eu des discussions avec les responsables de la Société mauritanienne des hydrocarbures autour notamment de la création d'une société commune pour l'exploitation gazière et la distribution de produits pétroliers. Au programme de cette visite également la signature d'un accord de confidentialité sur les champs pétroliers. On écoute le PDG de la Sonatrach, Rachid Hashishi. Il y a un besoin en Mauritanie de distribution de produits pétroliers. Pour y répondre, une réflexion est menée par la création d'une société mixte chargée de cette distribution. Il y a également un autre besoin exprimé en matière de coopération technique. Le sujet a été étudié, on va le concrétiser et aider ainsi nos amis de SMH à tous les niveaux. Ce sera une occasion pour nous de donner un coup d'accélérateur à tout ce qui a été convenu. C'était le PDG de la Sonatrach, Rachid Hashishi. Si vous êtes intéressé par la micro-importation, sachez que l'activité est détaillée dans le journal officiel qui précise les conditions et modalités d'exercice. Plus besoin, par exemple, de registre de commerce ou d'autorisation d'importation. Lies Telrini revient sur les autres conditions. Désormais, toute personne disposant de la carte de micro-entrepreneur avec la mention importation à petite échelle peut importer 2 fois par mois des marchandises à usage commercial, dans la limite de 1 800 000 dinars par voyage. Pour exercer cette activité, plusieurs conditions sont fixées. Le micro-entrepreneur doit être majeur, de nationalité algérienne, non salarié et titulaire d'un compte en devise auprès d'une banque agréée. L'autorisation annuelle d'importation sera délivrée par le ministère du Commerce extérieur et la déclaration préalable des marchandises devra se faire sur une plateforme numérique dédiée. Sur le plan fiscal, le dispositif prévoit des avantages, pas besoin de registre de commerce ni de licence d'importation avec un droit de douane réduit à 5%. Le ministère de la formation professionnelle lance une nouvelle plateforme, son nom Temhin.dz, et elle vise à rapprocher les stagiaires des entreprises. L'annonce a été faite ce matin par le ministre du secteur, Yassine Madi Walid, en marge de la cérémonie récompensant les meilleurs stagiaires. On l'écoute au micro de Mahdi Haddaoui. Aujourd'hui, cet événement sera également l'occasion de lancer une plateforme très importante développée par notre équipe au sein de la direction des moyens numériques. Une plateforme qui constitue une solution à de nombreux problèmes rencontrés par un grand nombre d'apprentis et par les entreprises. Elle vise à créer un lien entre les stagiaires et les entreprises souhaitant proposer des offres de formation en alternance. La plateforme que nous lançons aujourd'hui, appelée Temhin.dz, permettra de rapprocher les apprentis des partenaires économiques. Elle représente également, pour le secteur de la formation professionnelle, une avancée importante dans le domaine de la transition numérique. Le ministre de la formation professionnelle au micro de Mahdi Haddaoui. Le marché de l'eau minérale et de l'eau de source au menu de la réunion présidée ce matin par le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Taïeb Zitouni. Et il a été question notamment de l'état de commercialisation de ces produits et les prix au niveau des grossistes et des détaillants a également abordé. Taïeb Zitouni a mis l'accent à l'occasion sur l'importance des opérations de suivi périodique pour assurer la transparence du marché et la concurrence loyale sans compromettre la liberté d'initiative économique, précise un communiqué du ministère. 48 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 50 autres blessés dans des bombardements sur plusieurs régions de Gaza où le génocide se poursuit. Le mode opératoire sioniste est le même depuis l'interdiction de l'UNRWA, cibler les Palestiniens se rendant dans les centres de distribution d'aide. La famine sévit encore et l'hôpital Al-Awada a reçu quotidiennement pas moins de 300 enfants victimes de famine. On écoute son directeur Arafat Al-Majalawi. Il est contacté par Karima Benour. Les cas réceptionnés sont graves. Il y a beaucoup de chouhada. On a 2 hôpitaux. Un a été encerclé et vidé au nord de Gaza. Et l'autre se trouve à Nasseriyat, au centre de la bande. On travaille 24 heures sur 24. On accueille tous les jours des victimes. La famine s'accentue et influence terriblement sur les femmes enceintes et les nourrissons. Les bébés souffrent de la sécheresse à cause du manque de lait. On essaye de les maintenir en vie
avec des compléments thérapeutiques, mais même ceux-là sont en manque. Bientôt, ils vont disparaître dans les hôpitaux et dans les marchés. On a plus de 300 enfants par jour. Sur le plan diplomatique, la médiation égyptienne parle de tractation pour parvenir à une trêve de 60 jours au cours de laquelle il y aura un échange des prisonniers. Elle sera suivie d'un accord global de cessation des hostilités et d'une conférence pour la reconstruction de l'enclave palestinienne complètement dévastée par l'agression sioniste. La résistance palestinienne exige quant à elle des garanties de la part de l'administration Trump, nous dit le militant Hamdan Damili. Il est contacté par Rabea Slimani. La proposition telle qu'elle est faite actuellement ne parle pas de l'arrêt total de l'agression sioniste dans la bande de Gaza. Ce sont des propositions que nous avons déjà vues en fait, mais il n'y avait pas l'engagement de la part du président américain pour rassurer que après 60 jours de trêve, qu'il y a un engagement américain que cessez-le-feu continue, les négociations continuent jusqu'à qu'on arrive à un accord global. Ce qui est demandé par les Palestiniens aussi, on arrive à cet accord maintenant de 60 jours, il faut absolument mentionner que l'objectif de cet accord, c'est d'arriver à la fin de cette agression d'un côté et le retrait des forces israéliennes des zones qui contrôlent pour l'instant dans la bande de Gaza. À cela, il faut ajouter bien sûr l'échange des prisonniers, l'entrée de l'aide alimentaire et humanitaire qui attendent du côté égyptien. Pour l'instant, on est devant une manœuvre de côté israélien, c'est d'arrêter pendant un certain temps et de reprendre l'hostilité après. Les négociations via les Égyptiens, les Qataris, etc. vont continuer. Est-ce qu'on va parvenir à un accord sur lequel tout le monde accepte et avec un engagement clair et net de la part des Américains pour après les 60 jours ou non, d'ici la fin de cette semaine? C'est une période importante juste avant d'annoncer un accord quelconque. Autre dossier, le bras de fer entre le Téhéran et l'AIEA qui se poursuit. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique affirment ce lundi que le nucléaire iranien n'a peut-être pas été totalement détruit après les bombardements américains. L'Iran pourrait reprendre l'enrichissement d'uranium dans quelques mois. Selon l'AIEA, plusieurs pays, l'Allemagne et le Royaume-Uni, exhortent aujourd'hui l'Iran à s'abstenir de toute mesure visant à mettre fin à leur coopération avec l'AIEA. On écoute à ce propos l'éclairage de l'analyste politique Jacob Cohen, contacté par Rabea Slimani. Aujourd'hui, il est connu, c'est établi, que l'AIEA, les centres qu'elle visitait, elle rendait les informations vers Israël. Par exemple, même les scientifiques qu'elle connaissait bien sûr, leur nom, leur identité était donnée à Israël. C'était un jeu d'enfant pour Israël de les assassiner. Aujourd'hui, l'Iran se trouve, à mon avis, en position de force beaucoup plus qu'un mois. L'Iran a montré qu'il pouvait faire très mal à Israël. Ce n'est pas un pays qu'on va menacer impunément. L'Iran, il a l'appui de la Chine et de la Russie, même si cet appui n'est pas encore défini militairement. L'Iran adopte la bonne attitude parce qu'il faut montrer du courage et de la persévérance face à cet Occident qui va nécessairement reculer. Ce qui vient de France et d'Allemagne, ce sont des fanfaronnades et n'ont aucun moyen d'agir. La seule chose qu'ils ont, c'est-à-dire les États-Unis et Israël, c'est de reprendre la guerre. Or, vous savez, c'est Israël qui a demandé le cessez-le-feu. Il a imploré le cessez-le-feu parce que l'Iran a une profondeur stratégique de population, de territoire. Et Israël était en train de s'effondrer. Des milliers d'Israéliens fuyaient par tous les moyens en masse vers Chypre ou par la Jordanie, etc. C'était la panique. Dans l'actualité également, les déclarations de John Bolton sur la question sahraoui, elle est l'une des plus grandes injustices non encore levées, il dénonce l'ancien diplomate et ex-conseiller à la sécurité nationale américaine lors d'un entretien accordé au site espagnol Otra Lectura. Bolton a relevé que la situation dans les territoires sahraouis n'avait pas progressé à cause de l'obstination du Maroc et de son refus d'autoriser la tenue d'un référendum d'autodétermination libre et honnête. On va parler à présent du rôle de la diaspora algérienne dans le développement économique du pays. Des mécanismes sont mis en place et des avantages leur sont octroyés. Mais pour plus d'efficacité, Karim Zeribi, il est homme politique et médiatique algéro-français, plaide pour la création d'un comptoir dédié à faire connaître les avantages et les potentiels du pays. On l'écoute, il était l'invité du jour ce matin, il répond à Nariman Mendil.
En parallèle, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a une diplomatie parallèle. Et cette diplomatie parallèle, elle a plusieurs aspects. Elle est économique, c'est aussi une diplomatie du soft power, c'est une diplomatie de l'influence et de la communication. Donc on est dans un monde aujourd'hui où la diaspora peut aider l'Algérie à faire face aux défis, aux pressions qui tentent d'être mises en place par certains pays. Et si nous avons cette capacité à jouer notre rôle, nous, membres de la diaspora, on peut créer des outils de communication, des magazines, investir dans des radios et ne pas subir. Il faut s'organiser et passer à l'offensive. Et encore une fois, cette offensive algérienne des Algériens de l'étranger, elle n'est pas négative dans mon esprit. On n'est pas là pour détruire, on est là pour construire des ponts entre la France et l'Algérie quand certains veulent accroître les crispations. Vous voyez, quand vous avez un Bruno Retailleau qui dit n'importe quoi sur l'Algérie, eh bien, il faut que nous, membres de la diaspora, nous puissions donner de la voix. Si nous le disons haut et fort, de manière organisée, structurée, avec des médias, avec un poids économique, avec un poids politique, nous serons respectés demain. Mais aujourd'hui, cette diaspora doit se structurer, doit être solidaire, unie, parce que notre pays s'est toujours sorti des situations difficiles quand on a eu cette unité. Et en matière de transfert de fonds, Karim Zeribi estime que la communauté nationale à l'étranger participe faiblement. Ces transferts ne représentent que 2 milliards de dollars. Oui, il y a des pays aujourd'hui où les transferts et les flux financiers abondent vers le pays d'origine via la diaspora. Nous, c'est en train de se mettre en œuvre. Il faut prendre conscience que quand une législation évolue, on a besoin de sentir une forme de stabilité pour que la confiance soit restaurée et qu'il y ait des investissements, à la fois des IDE, des investissements de l'étranger, mais aussi des investissements de l'étranger de la diaspora. Et on voit aujourd'hui que l'Algérie est quand même attractive. Il y a des pays qui ont envie d'investir. On rappelle souvent la Turquie, la Chine, l'Italie, le Qatar. Donc s'intéresse à l'Algérie. Mais la diaspora s'intéresse aussi à son pays d'origine. Et elle revient investir de plus en plus. Moi, je suis assez confiant sur le fait que si nous mettons en place un comptoir qui permette d'indiquer quels sont les outils à disposition, quel est l'écosystème algérien, si nous accompagnons cette diaspora, si on restaure une forme de confiance, et si on indique effectivement qu'il est possible de réussir avec des success stories. Karim Zeribi, invité du jour. Ce matin, il répondait aux questions de Nariman Mendil. Les différents services sont mobilisés pour faire face à tout départ de feu de forêt. À Saïda, un plan spécial est mis en place, notamment l'installation de postes avancés de la protection civile. Les détails avec notre correspondant Abdelkarim Benouis. En cette période de forte chaleur, des dispositifs anti-incendie ont été mis en place par la direction locale des forêts, dans les zones sujettes au feu de forêt. Détaillé avec le chef de la cellule de communication de la conservation des forêts de Saïda, Refir Tabiti. Nos services forestiers ont tracé un plan qui consiste en ce qui suit. 14 brigades mobilisées, accès interdit aux différentes forêts dans la wilaya de Saïda, installation des postes avancés dans les zones sensibles au feu de forêt, les campagnes de sensibilisation déjà lancées, aussi pour une bonne efficacité de gestion et de lutte anti-incendie, une coordination a été mise en place regroupant tous les services administratifs de la wilaya de Saïda, ainsi la protection civile et la gendarmerie nationale. Les autorités appellent à la vigilance collective et rappellent que la préservation du patrimoine forestier est l'affaire de tous. A noter que la wilaya de Saïda dispose d'une superficie forestière totale estimée à 159 525 hectares. Donc, à travers ces mesures préventives, les autorités entendent affronter les défis posés par les feux de forêt, tout en affirmant leur volonté claire, nette. Protéger la nature est une priorité nationale. Il y a lieu de signaler que la wilaya de Saïda n'a enregistré aucun feu de forêt durant l'année 2024. De Saïda, Abdelkarim Benouis pour la chaîne 3. La culture et le Védrido ce lundi sur la 15e édition du Festival national du théâtre comique à Médéa. Au programme notamment des ateliers de formation Sida Alifas. La 15e édition du Festival national du théâtre comique de Médéa se présente cette année sous le signe de l'ouverture du théâtre sur le monde extérieur et l'accompagnement des jeunes talents. Le responsable de la programmation et communication, Boubker Sekini. Cet événement s'inscrit dans le cadre des festivités nationales de l'indépendance et de la jeunesse. Cette troupe théâtrale professionnelle venue des 4 coins du pays se produiront sur la scène de la Maison de la Culture Hassan Hassani pour décrocher le prestigieux Greffe d'Or dans une ambiance festive et ouverte à tous.
tous. Parallèlement, des représentations de théâtre de rue viendront animer les espaces publics de la ville, rapprochant davantage l'art du public. En marge des spectacles, vous avez des masterclass et des rencontres sur le théâtre. Deux colloques sont prévus, l'un dédié à l'œuvre de l'écrivain et dramaturge Ammar Rizli, qui sera honoré, et l'autre à l'histoire centenaire du théâtre à Médéa. Des ateliers pratiques sont également organisés sur l'écriture et le jeu de la monocomédie, ainsi qu'une initiative inclusive pour les artistes en situation de handicap. L'ouverture officielle du Festival national du théâtre comique de Médéa sera ce soir à la salle de spectacle de la Maison de la Culture Hassan Hassani de Médéa. Et on termine avec le sport avec vous, Hamza Rahmouni. Bonjour. Bonjour. L'escrime et l'Algérie qui a décroché la 3e place au championnat d'Afrique. Une 3e place avec 8 médailles en argent et 6 médailles de bronze, juste derrière le Kenya et l'Égypte qui a terminé à la première place avec 11 médailles. L'Algérie qui a terminé sur une bonne note avec 3 nouvelles médailles remportées lors du dernier jour aux épreuves par équipe, 2 médailles en argent et 1 médaille en bronze. L'épée féminine et ainsi que le sabre féminin qui ont remporté les 2 médailles en argent et enfin la médaille de bronze remportée par la sélection nationale masculine de Fleury. Merci Hamza Rahmouni, merci à vous de nous avoir prêté attention. C'est la fin de ce 12-13. Merci à Selma Fakir à la réalisation, à Erdogan Siassi. Merci à Samir à la technique et Kalam à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. La météo, Karim Abnour. Très bonne écoute.